Pour comprendre l'analyse de Keynes, il y a quelque chose de très important à maîtriser, c'est la notion de circuit économique. On va essayer d'établir un circuit économique qui va permettre de comprendre d'une manière simplifiée les équations et les formules macroéconomiques. Pour la suite de la réflexion, on va adopter les abréviations suivantes. L, ça va désigner le travail, K, capital, W, salaire, S, épargne, I, investissement, G, dépenses publiques, T, impôts, C, consommation, AS, offre globale, AD, demande globale. En fait, c'est des notations qui viennent des termes anglais et c'est des notations qui sont plus largement utilisées que les notations françaises, par exemple. Tout d'abord, c'est quoi un circuit économique? En fait, un circuit économique, c'est simplement une représentation schématique qui va illustrer les flux de la valeur. Ça peut être des flux monétaires ou bien des flux réels. Quand on parle des flux monétaires, il s'agit de l'argent. Et quand on parle de flux réels, il s'agit de transfert de marchandises, par exemple. Ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de circuit économique adopté par tout le monde. Pour vous montrer un petit peu l'idée de circuit économique, je vais prendre juste deux agents économiques, à savoir les entreprises et les ménages. Alors, il y a deux choses à représenter entre les entreprises et les ménages. Il y a d'abord le marché du travail. Et pour le marché du travail, on va utiliser plutôt la notion de facteur de production. Dans cette représentation, on va inclure dans les ménages même les propriétaires des capitaux, les propriétaires d'entreprises. Donc les ménages offrent les facteurs de production aux entreprises, à savoir le travail et le capital, et en contrepartie, l'entreprise rémunère ces facteurs de production. Le travail va être rémunéré par les salaires et le capital par les profits. Donc là, vous avez une représentation simplifiée d'un petit circuit économique où il y a le travail et le capital qui s'échangent entre les ménages et les entreprises. Ici, on va utiliser le sens d'entreprise comme personne morale indépendante des propriétaires d'entreprises qui sont représentés dans l'agent économique ménage. On peut représenter également le marché des biens et services. Les ménages achètent des biens et services sur le marché aux entreprises et en contrepartie, les entreprises reçoivent le paiement de ces achats. Alors ici, je représente les flux monétaires en bleu clair et en bleu foncé, c'est des flux réels. Là, vous avez déjà une représentation simplifiée d'un circuit économique. Pour développer davantage ce circuit économique, on va ajouter d'autres agents économiques comme l'État par exemple, et on va aussi ajouter le marché financier. Le marché financier permet aux ménages d'épargner leur argent. Donc on a ici l'épargne. Et cette épargne va être utilisée principalement pour l'investissement des entreprises. Les banques, par exemple, prêtent aux entreprises de l'argent pour investir. Donc, on va représenter l'investissement dans cette relation. Les ménages payent l'impôt et taxes à l'État et l'État commande aux entreprises des travaux publics, des biens publics, par exemple la construction d'un hôpital, la construction d'une école, d'une autoroute. Tout ça, c'est des dépenses publiques que l'État également offre aux ménages des services publics. Et puis, pour avoir une image complète, on va ajouter un autre agent économique qui est le reste du monde. Le reste du monde, c'est tous les agents économiques qui se trouvent en dehors des frontières nationales et avec qui on effectue des achats et ventes de marchandises. Dans ce cadre, on va représenter deux choses. On va représenter les exportations de marchandises. Alors, les exportations, c'est des ventes à l'extérieur. C'est-à-dire que les marchandises partent de notre pays national, et puis vous avez en contrepartie le paiement de ces marchandises, et puis vous avez des importations. Des importations, c'est le fait d'acheter de l'extérieur des marchandises. Donc vous avez une flèche dans ce sens-là qui représente les marchandises, le transfert de marchandises réelles de l'extérieur vers le marché intérieur. Et vous avez aussi la contrepartie monétaire qui va à l'extérieur. Ici, je dois ajouter X
qui désigne les exportations et I qui désigne les importations. Alors, on doit se familiariser avec ces termes, avec ces notations, parce qu'on va les utiliser dans les formules par après. Pour le moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette structure de circuit économique. J'ai oublié de représenter quelque chose de très important, c'est les investissements. Alors, les investissements, on va les représenter ici par une seule flèche qui va vers le marché. C'est une flèche à double sens, donc on va représenter les investissements de cette manière parce que l'achat des biens d'investissement, ça s'effectue entre les entreprises. Il y a des entreprises qui vont fabriquer des biens d'investissement et d'autres entreprises vont acheter ces biens d'investissement. On va continuer notre réflexion macroéconomique. Alors, pour bien clarifier les choses, pour que ça soit clair, je vais représenter les flux réels avec une couleur rouge. Voilà, de cette manière, c'est plus visible. Alors, je vous rappelle que les flux réels, c'est le transfert des biens et services entre les agents économiques, en passant par les différents marchés. Et je vais changer aussi les importations. On va les désigner par M au lieu de I, parce que I désigne déjà les investissements. Voilà notre circuit économique. Ça traduit un petit peu la circulation de la valeur, que ce soit en termes de biens et services ou bien en termes de la contrepartie monétaire. C'est très simple à comprendre. Vous avez la partie la plus importante, c'est les facteurs de production. Alors ces facteurs de production vont partir des ménages vers les entreprises. C'est le travail et le capital. Vous avez deux sortes de ménages. On représente aussi bien les ménages comme consommateurs et les ménages comme propriétaires d'entreprises. Donc les propriétaires d'entreprises utilisent leurs facteurs de production, les machines, les usines, etc. Et les ménages offrent leur travail dans les entreprises. Et en contrepartie, vous avez la flèche bleue. W, c'est les salaires, wage en anglais, c'est les salaires qui va rémunérer le travail des ménages. Et P, c'est le profit ou bien les bénéfices qui vont rémunérer le capital ou bien les propriétaires du capital. Il y a trois emplois possibles pour cet argent. Il y a une partie qui va être consacrée à la consommation, elle est là. Ça, c'est le flux monétaire, c'est-à-dire le paiement. Et l'autre partie en rouge, c'est les biens et services achetés par les ménages. Et puis, les ménages vont également payer l'impôt sur leur salaire, sur leurs profits. Le T que vous voyez ici, ça représente tous les impôts et taxes payés par les ménages. Et puis, ce qui reste, bien sûr, va être épargné par les ménages. Et l'épargne, ça s'effectue sur le marché financier et principalement au niveau de la banque. Mais on peut y voir aussi l'achat des actions, par exemple, ou bien des obligations sur le marché boursier. Alors, l'argent qui va être épargné ici va être investi dans les entreprises. Le marché financier constitue une source d'investissement pour les entreprises. Je vais ajouter deux termes très importants aux macroéconomies. Vous avez Y, ça représente le produit à l'intérieur d'un pays, et R, c'est le revenu national. On peut identifier le produit intérieur brut dans ce circuit économique. La première chose à savoir, c'est que le produit national est égal au revenu national. C'est une égalité très importante en macroéconomie, c'est-à-dire que tout ce qui est produit donne lieu à des revenus. Tout ce qui est produit est vendu sur le marché et le produit de cette vente, en fait, est distribué d'une manière ou d'une autre sur les différents agents économiques. Dans le cadre de ce cours, quand on parle de Y ou bien de R, c'est exactement la même chose. Alors, on va voir dans le circuit économique comment on peut
identifier ce Y ou bien ce produit intérieur brut. Pour ça, on peut utiliser plusieurs approches. Vous avez d'abord l'approche revenu. Y est égal à les salaires plus le profit. En fait, tout ce qui est produit par l'entreprise donne lieu à soit des salaires ou bien des profits. Et là, il faut bien prendre ici le terme salaire et profit avant les taxes qui sont ici. Il y a les salaires et profits qui rentrent au ménage ici comme source principale, et puis il y a des fuites. Il y a ce salaire va être utilisé pour payer la taxe, pour épargner et pour consommer. Donc ici, on parle des salaires et profits bruts en général. On peut avoir une autre approche pour calculer Y, c'est par la dépense de ce revenu. Donc le revenu que vous voyez dans la première méthode, à savoir W plus P, les salaires plus les profits, vont être dépensés de trois manières possibles. On peut suivre juste la flèche des salaires et profits. Donc ça rentre au ménage et puis des ménages, on a trois fuites. Les dépenses de consommation, vous avez la taxe payée à l'État et vous avez l'épargne. Donc ces trois dépenses de revenus constituent notre produit intérieur brut. Alors on peut ajouter une autre approche, c'est approche par la demande. En fait, tout ce qui est produit est demandé sur le marché par les agents économiques. Alors, on va suivre la demande de chaque agent économique. On a les ménages, leur demande, c'est la consommation, c'est la flèche que vous voyez ici. L'entreprise a une demande d'investissement, c'est la flèche que vous voyez ici. L'État également fait des dépenses publiques, donc c'est la flèche que vous voyez ici. Et puis, il y a des marchandises qui partent au reste du monde, c'est les exportations, c'est la flèche que vous voyez ici. En fait, c'est la production des entreprises qui partent via le marché des biens et services vers l'extérieur. Et puis, on doit tenir compte des marchandises qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les importations. C'est la flèche que vous voyez ici, mais dans le sens inverse de l'exportation. Donc, la somme de toutes ces demandes constitue la production nationale. Tout ce qui est produit au niveau national. La dernière fois, je vous avais expliqué les grandes équations macroéconomiques et aujourd'hui, j'aimerais bien m'attarder encore davantage sur ces équations et la provenance de ces équations parce que je suppose que c'est très important pour comprendre la suite de l'analyse macroéconomique. Imaginez par exemple que les entreprises dans un pays produisent cette quantité de biens. Alors, vous devez savoir que cette production va être vendue sur le marché. Et si on poursuit bien les flux de marchandises qui vont partir de l'entreprise, on va trouver qu'il y a des marchandises qui vont suivre cette flèche-là vers les ménages. C'est la consommation des ménages. Il y a des marchandises qui vont partir vers l'État. On va imaginer que l'État achète des voitures de police, par exemple. Donc, c'est la flèche rouge, le grand G, c'est les dépenses publiques. On peut imaginer que ça, c'est aussi la consommation des ménages. Les ménages ont acheté ces courses-là. Il y a aussi ce qui va partir à l'étranger. Donc, ça va partir au marché de biens et services, va être commandé par des entreprises de l'étranger. Par exemple, on va dire qu'il y a 2 paquets qui partent à l'étranger, mais en même temps, il y a un paquet qui vient de l'étranger. Donc ce paquet, par exemple, vient de l'étranger vers notre marché intérieur qui va être consommé par les ménages, qui va être commandé par les ménages. J'ai oublié de représenter les biens d'investissement. Par exemple, cette machine-là a été fabriquée par certaines entreprises pour la vendre à d'autres entreprises dans le cadre d'un bien d'investissement. Donc, cette entreprise-là va aller sur le marché du bien et service et va revenir vers d'autres entreprises. Donc, on va la mettre ici. Alors, vous voyez ce qu'on vient de faire, en fait, ce n'est rien d'autre que l'approche par la demande.
vous avez Y qui représente tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays, c'est le produit intérieur brut, est égal la consommation, c'est ce que vous voyez ici, investissement, c'est ce matériel-là, dépenses publiques, c'est ce qu'on a représenté par l'achat des voitures de police, l'exportation, c'est les paquets qui partent à l'étranger que vous voyez ici, moins les importations, c'est le paquet que vous voyez ici, mais qui vient de l'étranger. Donc, ça ne fait pas partie de la production à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on le retire ici dans la formule. Donc, tout ce qui est produit dans le pays est calculé dans cette formule-là que vous voyez ici. C'est la formule du produit intérieur brut. Si on rassemble toute cette production qui a été faite par les entreprises à l'intérieur d'un pays, eh bien, on va se retrouver avec une autre optique pour le calcul du PIB. Toutes ces marchandises ou bien ces biens et services qui ont été produits à l'intérieur d'un pays, ça forme ce qu'on appelle le PIB, et c'est une autre approche pour calculer le PIB qui s'appelle approche production. En fait, avec cette approche, le PIB, ou bien Y, ce qu'on produit à l'intérieur d'un pays, représente la somme des produits finis vendus sur le marché. Alors, on peut calculer ça également avec les valeurs ajoutées. C'est la somme de toutes les valeurs ajoutées dans le pays. Alors ici, il faut bien comprendre qu'on parle de produits finis. C'est-à-dire que les consommations intermédiaires ne sont pas prises en compte. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez par exemple des entreprises qui fabriquent des pneus et que ces pneus vont être vendus à d'autres entreprises qui vont fabriquer ces voitures de police, eh bien la vente de ces pneus n'est pas incluse dans le calcul de produit intérieur brut. Parce que si on le fait, on va calculer le prix des pneus deux fois parce que dans la vente de la voiture, il y a déjà les pneus. Donc, pour ne pas compter deux fois la même chose, on ne s'intéresse qu'aux produits finis, les produits qui sont destinés à la consommation finale. Ou bien on peut calculer le produit intérieur brut par la somme des valeurs ajoutées. À ce moment-là, on est sûr de ne pas compter deux fois la même chose parce que les valeurs ajoutées des entreprises ne se répètent pas. Chaque entreprise a sa propre valeur ajoutée au produit final. On va avoir le même résultat que si on procède par les produits finis, le calcul du produit intérieur brut par les produits finis. Alors maintenant, je vous avais expliqué d'où vient cette formule. C'est simplement la distribution de cette production à l'intérieur d'un pays entre les agents économiques. Alors maintenant, si on regarde l'approche revenu, on va voir que tout ce qui est produit ici, en fait, est produit par deux facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Donc, quand on va vendre tout cela, la recette finale de toutes les entreprises va être partagée sous forme soit des salaires, soit des profits. C'est pour ça que avec l'approche revenu, on va avoir le même résultat. Parce que ce qu'on calcule ici par l'approche production, ce n'est rien d'autre que la vente de tous ces produits sur le marché. Et cette vente sur le marché va donner lieu à une recette totale. Cet argent-là que les entreprises vont avoir va être distribué sur ceux qui ont apporté les facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Les travailleurs vont prendre les salaires et les propriétaires d'entreprises ou bien du capital vont prendre des profits. C'est pour ça que le produit intérieur brut va être égal à la somme des salaires et profits. Et puis on peut avoir une autre approche. Pour calculer le produit intérieur brut, on va juste suivre en fait cet argent-là. Les salaires et les profits vont rentrer en fait au ménage, vont être distribués au ménage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Il y a trois possibilités pour distribuer cet argent. Ça peut être distribué sous forme de dépenses, ça peut être distribué sous forme d'épargne, et ça va être distribué forcément sous forme d'impôts et taxes à l'État.
Donc il n'y a que ces trois possibilités pour employer cet argent que les ménages vont recevoir. D'où cette équation, ou bien cette formule, Y, ou bien le produit intérieur brut, est égal la consommation plus l'épargne plus l'impôt et taxes. Voilà, j'espère que ces approches sont claires ou bien clarifiées avec ce circuit économique et avec cette visualisation. Maintenant, on peut aller un peu plus loin dans la démarche macroéconomique des choses pour exploiter ces formules, surtout cette formule approche par la demande et cette approche dépense de revenus. Avant de continuer mon cours de macroéconomie, j'aimerais bien préciser une chose très importante par rapport à la production nationale et revenu national. Quand on parle de production nationale ou bien de revenu national, eh bien, tout d'abord, on parle exactement de la même chose, mais il ne faut pas faire la confusion avec ce qu'on appelle le produit national brut. Ça n'a rien à voir. Donc, quand on parle de production nationale et revenu national, on parle de ce qui est produit au niveau de la nation, à l'intérieur des frontières d'une nation. Cette distinction est très importante car quand on parle de production nationale ou bien revenu national, on parle plutôt de produit intérieur brut. Et comme je vous avais expliqué, c'est tout ce qui est produit à l'intérieur des frontières. Alors que le produit national brut, la différence qui peut être faite avec le produit intérieur brut, c'est qu'au niveau du PNB, produit national brut, on a ici le N qui représente en fait la nationalité des agents économiques. C'est tout ce qui se produit par les agents nationaux qui ont la nationalité du pays. Ces agents économiques peuvent être à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur des frontières. Cette distinction est très importante à faire pour ne pas confondre production nationale et produit national brut. Maintenant, on va revenir un petit peu à nos équations. La dernière fois, je vous avais expliqué un petit peu les différentes équations macroéconomiques de l'équilibre macroéconomique et aujourd'hui, on va exploiter un petit peu ces différentes équations et surtout ces deux équations, approche par la demande. Vous pouvez voir dans d'autres manuels approche par les dépenses, mais ça n'a pas trop d'importance l'appellation. Le contenu est plus important. Vous avez ici l'approche par la demande et l'approche par dépense de revenus, ou bien plutôt utilisation du revenu. Parce que dépense, on parle plutôt de la consommation. On ne va pas considérer l'épargne comme une dépense. Donc là, l'utilisation du revenu. Mais comme je vous avais expliqué, ça n'a pas d'importance l'appellation. On peut mettre juste approche 1, approche 2, approche 3. Et l'essentiel, c'est le contenu de ces approches. On va voir ce que ça donnerait, la combinaison de ces deux approches, ces deux formules, si on les combine ensemble. Mais avant cela, j'aimerais bien m'attarder davantage sur uniquement cette formule-là, qui représente une formule très importante en macroéconomie. Alors, vous avez la production nationale est égale la consommation des ménages plus l'investissement des entreprises plus les dépenses publiques plus la balance commerciale ou bien les exportations moins les importations. Ou bien Y, on peut écrire plutôt le PIB. Donc vous avez ici le produit intérieur brut. Tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays est égal à la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques, l'exportation moins les importations. Je vais mettre les importations de l'autre côté de l'équation. C'est comme si j'ajoute M des deux côtés de l'équation. Donc je vais mettre ici les importations est égal à quoi? Est égal à la consommation plus les investissements, plus les dépenses publiques, plus l'exportation. Moins M plus M, ça fait 0. Donc ça part. Alors, cette formule n'est rien d'autre que l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Tout ce qui est offert sur le marché, là j'ai B, pardon.
Tout ce qui est offert sur le marché, en fait, si par exemple je représente ce qu'on produit à l'intérieur d'un pays et ce qui est importé de l'extérieur avec ces produits-là, eh bien tout cela, ça constitue ce qui est offert sur le marché, ce qui est offert à la vente sur le marché national. Donc vous allez avoir par exemple que les ménages vont prendre cette consommation-là, ils vont importer aussi des biens de l'extérieur. Les entreprises vont acheter des machines, etc. Pour l'investissement, ça va être illustré par cette machine-là. L'État va commander par exemple des voitures, ça représente la dépense publique. Et puis l'exportation, tout ce qui est produit à l'intérieur mais qui va être destiné à l'exportation, c'est ces deux paquets-là. Vous voyez qu'on se retrouve avec l'offre égale demande. Ça, c'est l'équilibre au niveau économique. Mais au niveau comptable, les entreprises peuvent se retrouver avec un stock de marchandises qui n'est pas vendu. Et ce stock de marchandises, ça représente l'investissement forcé, ou bien le stock de capital. Au niveau comptable, si on imagine par exemple que l'exportation c'est juste un paquet et on garde encore ici ce produit qui n'est pas vendu sur le marché, eh bien en comptabilité nationale, on va l'ajouter à l'investissement des entreprises. Ça reste dans le stock d'investissement des entreprises. Mais il faut comprendre que en économie, ce qu'on représente dans le PIB, dans le produit intérieur brut, c'est uniquement les marchandises vendues sur le marché. On ne s'intéresse pas à ce qui n'est pas vendu, on s'intéresse qu'à ce qui est demandé sur le marché. Alors, si je reviens à mes équations ici, et que je prends les deux équations que vous voyez ici, on va les nommer équation 1, équation 2. Dans l'équation 1, on a y est égal à c plus s plus t. C, c'est la consommation des ménages, S, c'est l'épargne, et T, c'est l'impôt. Est égal à Y dans la deuxième équation qui est C plus I plus G plus la balance commerciale. Exportation moins les importations. Avec cette équation, vous voyez que C, ça se répète des deux côtés de l'équation, on peut le barrer. Donc, on va avoir S plus T égale investissement plus dépenses publiques plus balance commerciale. Si j'envoie le M de l'autre côté de l'équation, donc on va avoir S plus T plus M égale investissement plus dépenses publiques plus exportation. Si vous regardez bien ces deux parties, en fait, vous allez constater que cette partie-là constitue les fuites au circuit. Et cette partie constitue les injections dans le circuit. Ça veut dire quoi les fuites? C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, si on donne de l'argent aux ménages, les ménages peuvent très bien ne pas consommer cet argent, mais ils vont le garder de côté, ils vont l'épargner. Donc ça, c'est une fuite. Cela signifie qu'à l'équilibre, il faut que tout ce qui constitue les injections, par exemple les décisions d'investissement, de dépenses publiques, d'exportation, toutes ces décisions-là qu'on peut prendre dans une économie doivent couvrir les fuites qui peuvent arriver dans le circuit. Par exemple, le revenu reçu par les ménages, on n'est pas sûr qu'il va être consommé totalement. Donc, il y a des fuites qui peuvent être représentées par l'épargne, l'impôt et l'importation de l'extérieur. Donc ça, on ne peut pas le contrôler, ça représente des fuites dans le circuit. Je peux représenter également cette équation d'une autre façon. Je vais mettre l'épargne et l'investissement ensemble, donc je ramène le i de l'autre côté, donc ça devient négatif, est égal à dépenses publiques
moins les taxes. Donc le T, je le mets de l'autre côté. Donc ça devient moins. Plus X moins M. Donc je transfère le M de l'autre côté, ça devient négatif. Alors là, ce que vous avez ici, en fait, c'est une autre information très importante. En exploitant cette formule, eh bien, ce qu'on a ici, l'épargne moins l'investissement, ça constitue l'équilibre sur le marché des biens et services. L'équilibre sur le marché des biens et services. G moins T, ça constitue en fait le budget. Si G est plus grand que T, ça veut dire qu'on a plus de dépenses que d'impôts. À ce moment-là, on va avoir un déficit budgétaire. Si à l'inverse, on a plus d'impôts que de dépenses publiques, à ce moment-là, on parlerait d'excédent budgétaire. Cette relation exprime l'équilibre budgétaire. Et la dernière relation qu'on a ici, exportation moins les importations, c'est ce qu'on appelle la balance commerciale. Si on exporte plus qu'on importe, à ce moment-là, on va avoir un solde de la balance commerciale positif. Alors si on importe plus qu'on exporte, à ce moment-là, le solde de la balance commerciale serait négatif. Une réflexion importante chez Keynes, si on considère qu'on se trouve avec une économie fermée et sans l'État. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passerait à notre équilibre budgétaire? Ça n'existerait pas, donc il n'y aura pas de dépenses publiques, pas d'impôts parce qu'il n'y a pas d'État, et la balance commerciale non plus parce que c'est une économie fermée, c'est-à-dire qu'on n'exporte pas et on n'importe pas des produits de l'extérieur. Donc x moins m est égal à 0 et g moins t est égal à 0. Ce qui restera, c'est simplement le S moins I égale 0. Ce qui fait qu'à l'équilibre sur le marché des biens et services, l'épargne est égale à l'investissement des entreprises. L'épargne des ménages est égale à l'investissement des entreprises. S égale I. La dernière fois, je vous avais présenté l'équilibre sur le marché des biens et services dans l'analyse macroéconomique. Et cet équilibre est représenté par l'égalité entre ce flux-là, l'épargne des ménages, doit être égal à l'investissement des entreprises. Cette égalité signifie que le marché des biens et services est en équilibre. Alors, pour la démonstration de cette égalité, on a pris les deux équations ici, l'équation 1 et l'équation 2. La première équation n'est rien d'autre que ce qui rentre au ménage sort forcément par trois moyens, soit la consommation, soit l'épargne et l'impôt et taxes ici. Donc si on combine cette formule qui est là représentée ici et cette formule qui représente l'utilisation des revenus distribués par les entreprises et qui est obtenue grâce aux différentes demandes, aux différentes ventes sur le marché. Vous avez la vente aux consommateurs représentée ici par le C, consommation. Vous avez la vente aux entreprises elles-mêmes, entre elles, représentée par cette ligne qui est l'investissement. Vous avez la vente à l'État sous forme de dépenses publiques représentée par G, et vous avez les exportations, c'est la vente à l'extérieur. On va tenir compte bien évidemment des biens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont rien d'autre que les importations. La différence entre X et M, ça fait l'exportation nette, ou bien le solde de la balance commerciale. Et c'est bien ce que vous avez dans la deuxième formule.
Et si on combine les deux équations, en supposant qu'il n'y a pas d'État et il n'y a pas d'échange international, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une économie fermée, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas d'importation, il n'y aurait pas d'exportation, il n'y aurait pas de dépenses publiques, il n'y aurait pas de la taxe ou bien de l'impôt à payer à l'État. Ce qui fait que cette équation-là, Y égale consommation plus épargne, est égale à Y égale consommation plus investissement. Et si on combine les deux équations, donc vous avez le C qui se répète ici, vous allez avoir Y est égal à S, Y est égal à I, ce qui fait que S égale I. Dans une économie où il n'y a pas d'échange international, il n'y a pas d'État, l'équilibre sur le marché des biens et services est représenté par cette égalité entre l'investissement des entreprises et l'épargne des ménages. C'est bien ce que vous avez dans ce flux-là. Épargne des ménages doit être égale à ce flux d'investissement des entreprises. Alors, tout cela, on l'a représenté d'une autre manière. Donc, on a dit que la dernière fois, on a combiné les deux équations ensemble et on a trouvé que les fuites du système ou bien du circuit économique doivent être égales aux injections dans l'économie. Et on a également l'équilibre sur le marché des biens et services, à savoir l'épargne et l'investissement. L'épargne moins l'investissement, ça représente l'équilibre sur le marché des biens et services. Quand S égale I, on est en équilibre sur le marché des biens et services. Au niveau de l'État, les ressources de l'État, les dépenses publiques doivent être couvertes totalement par l'impôt. En ce moment-là, on parlerait d'équilibre budgétaire. Et au niveau international, les exportations de biens et services doivent être égales à l'importation. Comme ça, on va avoir une balance commerciale équilibrée. C'est-à-dire que le produit des ventes à l'extérieur doit couvrir les achats qui viennent de l'extérieur. Comme ça, on aura une économie bien équilibrée. Donc, si on veut interpréter ou bien exploiter cette équation d'équilibre à plusieurs niveaux, eh bien, on peut dire que si jamais on a ici plus d'épargne que d'investissement, ou bien plus d'offres que de demandes sur le marché des biens et services, eh bien, cet excès d'épargne doit s'expliquer, puisqu'on a ici une égalité, doit s'expliquer soit par un excès de dépenses publiques par rapport aux impôts, ou bien un excès des exportations par rapport aux importations de biens et services. Voilà, on peut avoir une lecture dans ce sens-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus en avant dans cette analyse et voir ce qu'on appelle le modèle ASAD. Le modèle ASAD, c'est simple, ce n'est rien d'autre qu'une représentation de l'équilibre sur le marché des biens et services. AS, ça représente l'offre globale et AD, ça représente la demande globale sur le marché. Si je reprends mon équation générale Y, ou bien le revenu national est égal à la consommation des ménages plus l'investissement des entreprises plus les dépenses publiques plus l'exportation nette, c'est-à-dire les exportations moins les importations, alors là, dans cette équation, notre offre globale, c'est ça, c'est notre PIB. C'est tout ce qui est offert sur le marché national. Eh bien, ce Y n'est rien d'autre que notre AS, notre offre globale sur le marché. Et la demande qui est exprimée par rapport à cette offre, elle est là. C, ça représente la demande des ménages. I, ça représente l'investissement des entreprises. G, ça représente la demande de l'État, ou bien les dépenses publiques. Et X moins M, ça représente ce qui part à l'étranger de ce qui est présenté ici, de ce qui est produit ici, net des importations. On doit tenir compte des biens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas ici dans le PIB. C'est pour ça qu'on les retire ici des exportations. Donc, ce cadre-là vous donne exportation nette.
Donc, toute cette partie-là, ça représente notre demande AD. Donc, AD n'est rien d'autre que C plus I plus G plus X moins M. C'est ça notre demande globale sur le marché. Et donc, l'intersection entre l'offre globale et la demande globale donne un niveau de prix d'équilibre, un niveau général des prix et une certaine quantité de biens offertes sur le marché qui représente le PIB d'équilibre, qui représente le produit intérieur brut d'équilibre, ou bien le revenu national d'équilibre. Voilà pour cette présentation du modèle ASAD. Je vais vous expliquer davantage cette représentation et surtout pourquoi on a une courbe ici qui est décroissante et au niveau de l'offre, une courbe croissante. La dernière fois, je vous avais expliqué qu'à l'équilibre, en fait, on a l'épargne des ménages égale l'investissement des entreprises. Pour que le marché des biens et services soit en équilibre, il faut que l'épargne des ménages égalise l'investissement. Et comment en macroéconomique on démontre cette relation? Eh bien, en exploitant ces deux relations que vous avez ici. Vous avez Y qui représente le revenu national ou bien le produit intérieur brut, le PIB, est égal à la consommation, l'épargne et l'impôt. Et dans une autre relation, ce même revenu national est égal à la demande exprimée par les différents agents économiques. La consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques et la balance commerciale ou bien les exportations moins les importations. En exploitant ces deux relations, en supposant qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de commerce international. Donc, pas de commerce international, on va barrer les importations et les exportations. Il n'y a pas d'État, donc il n'y a pas de dépenses publiques. Il n'y a pas d'impôts et taxes également. Donc, on va barrer tous ces éléments. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester notre revenu national est égal à la consommation des ménages plus l'épargne des ménages. Et dans l'autre relation, on a le même revenu national est égal à la consommation des ménages et l'investissement. Ce qui fait que, ici on a consommation, ici on a consommation, ce qui fait que si on met en relation les deux égalités, on va trouver que S égale I, c'est-à-dire ce flux d'épargne des ménages est égal à l'investissement des entreprises. Voilà un petit peu ce que je vous avais expliqué auparavant, mais avec une autre relation que vous avez ici, toujours en mettant en relation les deux équations, donc on arrive à ces égalités, vous avez la fuite du système. Donc à l'équilibre, on devrait avoir l'égalité entre ces fuites et les injections dans le circuit économique, à savoir l'investissement, les dépenses publiques et les exportations. Alors, tout ça, je vous l'avais expliqué auparavant. Et puis, on peut modifier cette même équation de la manière suivante. S moins I, c'est l'épargne moins l'investissement. G moins T, c'est les dépenses publiques moins l'impôt. X moins M, c'est les exportations moins les importations. Et on a dit que chaque relation forme l'équilibre quelque part. Au niveau S moins I, c'est l'équilibre sur le marché des biens et services. Quand on a S égale I, on est en équilibre. Et quand on a G égale T, c'est-à-dire les dépenses publiques égalisent l'impôt et taxes, on présente un équilibre au niveau budgétaire. Et quand on a les exportations moins les importations, on a une balance commerciale équilibrée également. Qu'est-ce que ça signifie avoir équilibre budgétaire? C'est-à-dire qu'ici, on doit avoir 0. G moins T égale 0. Ça, on est en équilibre. Et qu'est-ce que ça veut dire on est en équilibre au niveau de la balance commerciale? C'est que X moins M égale 0. Ce qui fait qu'à l'équilibre, on a S égale I. Et dans ce cas, on parle de l'équilibre sur le marché des biens et services. On va continuer notre analyse et on va voir le modèle ASAD. C'est le modèle de l'offre globale. Là, on a offre globale sur le marché. Et là, on a la demande globale sur le marché.
Si je note mon équation générale la plus utilisée au macroéconomie, le revenu national Y est égal à la consommation des ménages plus l'investissement des entreprises plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations. Alors, ce qui représente l'offre globale, c'est notre Y. Ça, c'est l'offre globale, c'est notre PIB. C'est toute la production à l'intérieur d'un pays. Tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays est offert sur le marché. C'est ça ce que ça veut dire. Donc on a ici l'offre globale. Et cette offre globale va être à l'équilibre, va être consommée par tous les agents économiques. Les ménages vont consommer, on a ici le C, ça représente la consommation des ménages. Le I, ça représente la demande des entreprises en termes d'investissement. G, ça représente la demande de l'État en termes de dépenses publiques. Et exportation moins importation, ça représente l'exportation nette envers le reste du monde. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la demande de l'agent économique reste du monde. Dans le reste du monde, il faut comprendre qu'on peut y trouver tous les agents économiques qu'on a ici, les mêmes agents qu'on a ici, mais qui se situent à l'étranger. Et on les regroupe dans ce qu'on appelle le reste du monde. Et donc la demande globale, ou bien notre AD, est représentée par C plus I plus G plus X moins M. Ça, c'est la demande exprimée par tous les agents économiques. À l'équilibre, bien sûr, on devrait avoir l'offre globale égale demande globale, et cet équilibre est donné par un prix d'équilibre, c'est le niveau général des prix. Ce n'est pas un prix d'un bien particulier, mais c'est le niveau général des prix. On peut le calculer par un panier de biens qui représente au maximum les habitudes de consommation des ménages dans un pays. Et on a aussi à l'équilibre un certain PIB, un certain revenu national qui va satisfaire cette demande exprimée sur le marché. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va voir qu'est-ce qui motive en fait, ou bien qu'est-ce qui explique cette décroissance de la courbe AD. Qu'est-ce qui fait que cette courbe soit décroissante de cette manière? Bien sûr, pour savoir pourquoi cette AD est décroissante, on doit analyser chaque élément qui compose cette demande globale. Donc on doit analyser chaque paramètre ici. Et c'est ce qu'on appelle les déterminants des grandes fonctions macroéconomiques. Vous avez la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, les exportations moins les importations. Qu'est-ce qui détermine la consommation des ménages? En d'autres termes, ça dépend de quoi la consommation. Chaque élément de AD, en fait, on va l'analyser, on va voir de quels paramètres dépend la consommation. Qu'est-ce qui fait que les ménages vont consommer plus? Et qu'est-ce qui fait que les entreprises vont investir plus ou bien moins? Quels paramètres ou bien quelle variable va influencer les dépenses publiques également? Pareil pour les exportations nettes, à savoir les exportations moins les importations. Qu'est-ce qui fait que on exporte plus ou moins et qu'est-ce qui fait qu'on importe plus ou bien moins? C'est ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, j'ai résumé un petit peu ces paramètres qui font varier ces éléments ici. C'est ce qu'on appelle les déterminants des grandes fonctions. On va commencer par la consommation. Qu'est-ce qui fait varier notre consommation? Je vais effacer ça. Vous avez le revenu disponible. Alors, le revenu disponible, c'est quoi? C'est simplement le revenu moins l'impôt, moins la taxe. Une fois que vous payez votre impôt, votre taxe, ce qui reste, c'est disponible pour vous afin de consommer. Et ce qui reste va être utilisé de deux manières possibles, soit épargné, soit consommé. Et au niveau macroéconomique, l'épargne n'est rien d'autre que la consommation différée, c'est-à-dire qu'on reporte à une autre période notre consommation. Alors, il faut se souvenir de cette relation. Y est égal la consommation plus l'épargne plus l'impôt. Donc le revenu disponible, c'est le revenu, c'est celui-là, moins l'impôt, moins l'impôt ici. Donc est égal à quoi ce revenu disponible?
Le revenu disponible est égal à la consommation plus l'épargne. Donc ici, la consommation dépend du revenu disponible. Si on a plus de revenus disponibles, les ménages vont consommer plus. Si on augmente ici ce paramètre, bien sûr, le C va augmenter également. C'est pour ça que j'ai mis ici en vert plus, c'est-à-dire que la variation va dans le même sens. Si on augmente le revenu disponible, la consommation va augmenter. La consommation dépend également du niveau des prix, négativement. C'est-à-dire que si les prix diminuent, les ménages vont consommer plus, et à l'inverse, si les prix augmentent, les ménages vont consommer moins. Donc c'est une variation à l'envers. L'impôt, c'est pareil. Si on paye plus d'impôts, on va avoir bien sûr un revenu disponible déjà moins important. C'est-à-dire que si le T augmente, le revenu disponible diminue. Et si le revenu disponible diminue, la consommation va diminuer. Donc l'impôt détermine la consommation négativement. Le taux d'intérêt. Ici, on parle d'un taux d'intérêt réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un taux d'intérêt réel? C'est un taux d'intérêt qui tient compte de l'inflation. Donc, vous avez le R est égal le taux d'intérêt nominal proposé par la banque moins l'inflation. C'est quoi l'inflation? C'est l'augmentation généralisée des prix. Et en d'autres termes, c'est la diminution du pouvoir d'achat. Si on a plus d'inflation, notre pouvoir d'achat diminue. Et le pouvoir d'achat n'est rien d'autre que la quantité de biens qu'on peut acheter avec une monnaie nationale. Si le taux d'intérêt réel est élevé, eh bien les ménages vont avoir tendance à épargner leur argent pour bénéficier de ce taux d'intérêt très élevé qui va leur permettre de différer leur consommation dans le futur parce qu'ils vont gagner plus avec un taux d'intérêt réel très élevé dans le futur qu'aujourd'hui. Et à l'inverse, si le taux d'intérêt réel est faible, eh bien les ménages auront tendance plutôt à consommer aujourd'hui et pas plus tard. Vous voyez, en fait, la consommation et l'épargne, en fait, c'est deux paramètres qui constituent le revenu disponible. Et on peut choisir, en fait, entre épargner et consommer. Et on choisit cela d'une manière raisonnable en fonction des paramètres comme le taux d'intérêt réel. Alors, on peut voir d'autres choses qui déterminent la consommation des ménages. La richesse, par exemple. Si la richesse des ménages augmente, bien évidemment, ils vont consommer plus. Et puis, vous avez la confiance des ménages. Dans un environnement où il y a plus de confiance envers l'avenir, etc., il y a des bonnes nouvelles par rapport à l'avenir dans la société, les ménages vont avoir tendance à consommer plus. Au contraire, quand il y a un climat de peur et des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles qui arrivent dans une société, à ce moment-là, les ménages vont avoir tendance à plutôt épargner que consommer. Voilà les éléments généraux qui déterminent la consommation des ménages. L'investissement maintenant. Alors pour l'investissement, on a également ce taux d'intérêt réel qui détermine l'investissement négativement. Il faut comprendre que pour l'entreprise, on a deux choix. Exactement comme le consommateur a le choix entre épargner et consommer, l'entreprise a le choix entre investir ou bien placer son argent, placer son capital. Qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise de choisir entre ces deux éléments-là? Eh bien, c'est le taux d'intérêt réel. Si par exemple une entreprise, en choisissant d'investir, elle va avoir une rentabilité de 10% annuellement. C'est-à-dire qu'elle va gagner 10% de cet investissement-là. Et que la banque, au contraire, lui propose par exemple un taux d'intérêt réel de 12%. Bien sûr, il est préférable pour cette entreprise de placer son argent à 12% au lieu d'investir pour gagner 10%.
il y a toujours un choix à faire au niveau des investissements. Il y a toujours un choix à faire entre ce qui est proposé comme rendement à la suite d'un placement et ce qui est susceptible d'être gagné à la suite d'un investissement. Donc l'investissement dépend négativement du taux d'intérêt réel. C'est-à-dire que si R augmente, les entreprises auront tendance à placer leur capital au lieu de l'investir. Si notre R est faible, eh bien, notre investissement peut-être va être plus préférable en termes de rendement que le placement. Vous avez également le niveau des prix. Et l'investissement varie négativement avec l'évolution des prix. Et là aussi, on peut utiliser le même raisonnement qu'avec le taux d'intérêt. Si les prix augmentent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'inflation. Il y a plus d'inflation. Et quand il y a plus d'inflation, notre investissement, notre rendement ici s'affaiblit. Notre rendement au niveau de l'investissement s'affaiblit. Donc, vaut mieux peut-être placer son argent que l'investir. Et à l'envers, quand les prix diminuent, c'est que notre investissement va avoir plus de rentabilité. Parce qu'on est plus dans une situation de déflation que d'inflation et notre rendement, notre taux de rendement va être plus élevé. Il y a aussi les anticipations. Les anticipations, pour Keynes, en fait, cet élément est très important au niveau de l'entreprise parce qu'on anticipe. On est toujours dans l'anticipation, même avec ces paramètres, le R, le P, on est toujours dans une vision d'anticipation, on anticipe l'avenir. C'est quoi le choix le plus rationnel à faire en termes d'investissement? Les anticipations, d'une manière générale, déterminent l'investissement. Quand on anticipe qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver dans le futur, on va investir. Les entreprises auront tendance à investir davantage. Mais quand il y a une multitude de mauvaises nouvelles qui arrivent, eh bien, les entreprises vont plutôt être méfiantes à investir. Alors, on va passer à dépenses publiques. Pour les dépenses publiques, c'est une variable exogène, c'est-à-dire que c'est des décisions qui sont prises au niveau politique et ça ne se détermine pas par les paramètres du système économique, comme l'offre, la demande, etc. C'est quelque chose qui se détermine à l'extérieur du système économique. La balance commerciale, vous avez plusieurs choses qui déterminent la balance commerciale ou bien les exportations nettes. Vous avez le revenu national. Plus de revenus fait augmenter M et donc le total ici, X moins M, aura tendance à baisser. Et puis vous avez le niveau des prix. Le niveau général des prix, bien sûr, quand les prix à l'intérieur d'un pays augmentent, on aura tendance à importer plus de l'extérieur. Donc M va augmenter et X moins M, bien sûr, va diminuer. Puisque M est plus grand, X moins M va être faible. Au contraire, quand le niveau des prix à l'intérieur d'un pays est faible, les ménages auront tendance à acheter local, donc moins de M, ce qui fait que X moins M va être grand, plus grand. Et puis vous avez le taux de change. Le taux de change, quand le taux de change augmente, on achètera plus de l'extérieur, donc ce qui fait que X moins M va baisser. À l'inverse, un taux de change faible va faire en sorte que les importations soient faibles et donc X moins M plus grand. Voilà un petit peu les grands paramètres qui influencent la demande globale et qui fait en sorte que cette courbe soit décroissante. La dernière fois, je vous avais présenté brièvement le modèle ASAD et je vous avais expliqué que son modèle n'est rien d'autre que la rencontre entre l'offre globale sur le marché, c'est tout ce qui est offert sur le marché des biens et services au niveau national, et la demande globale exprimée par les différents agents économiques. Les ménages consomment, les entreprises investissent, l'État
engage des dépenses publiques et le reste du monde effectue des exportations et des importations. Ça, en fait, c'est la base de l'analyse de Keynes. Alors, la rencontre entre l'offre globale et la demande globale donne un point d'équilibre représenté par une certaine quantité de production optimale et un niveau de prix équivalent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Keynes raisonne en termes de sous-emploi et plein emploi. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu cette notion de sous-emploi et plein emploi pour qu'on puisse avancer dans l'analyse macroéconomique. Il faut comprendre qu'en économie, on a deux facteurs de production. Vous avez d'abord le capital, mais vous avez aussi le travail. Et la combinaison entre le capital et le travail donne notre production, notre PIB. Le PIB de chaque pays est construit par ces deux facteurs de production, le capital et le travail. Pour Keynes, on peut avoir un équilibre dans le cadre d'une économie en sous-emploi. En sous-emploi, c'est-à-dire que ces deux facteurs de production ne sont pas utilisés à leur maximum. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'il y a dans l'économie d'autres facteurs de production, à savoir plus de capital qui n'est pas encore utilisé, et il y a aussi plus de personnes qui cherchent du travail, qui sont au chômage, qui ne travaillent pas. C'est pour ça que le raisonnement de Keynes est très nuancé par rapport à la réflexion des classiques et néoclassiques et raisonne en termes de sous-emploi et plein emploi. Donc, en macroéconomie, la situation optimale, c'est d'arriver à engager toutes les capacités productives d'un pays, à savoir le capital et le travail, et atteindre un maximum de production et de bien-être dans la société. Mais la notion de sous-emploi renvoie au fait que les facteurs de production dans un pays ne sont pas utilisés à leur maximum, à leur potentiel maximum. Et la notion de plein emploi, c'est le fait d'intégrer le maximum de facteurs de production dans un pays. Le fait d'engager le maximum de personnes possible et d'utiliser le facteur capital au maximum également. Ici, je vous avais présenté la courbe AS-AD de cette manière, mais en réalité, ce ne sont pas des droites, mais c'est des courbes qui prennent la forme suivante. Et l'intersection entre les deux donne un point d'équilibre représenté par une production d'équilibre et un niveau général des prix d'équilibre également. Alors, dans cette représentation, on est en sous-emploi. Cela signifie que les capacités productives dans le pays ne sont pas utilisées à leur maximum et la production de plein emploi se trouve très loin ici. Ici, on va avoir une production de plein emploi qui va être obtenue en utilisant tous les facteurs de production, c'est-à-dire en réduisant le chômage au maximum et le facteur capital également utilisé à son maximum. À ce moment-là, on obtiendra cette quantité de production qui est la production de plein emploi. Je vais déplacer un petit peu ce AD. Alors, pour cette production de plein emploi, en fait, on se retrouve très loin sur la courbe AS et également, on va avoir un niveau de prix d'équilibre plus élevé. Cela signifie que ce niveau de production de plein emploi ne peut être obtenu qu'avec de l'inflation. Et pour ce niveau de production, on va avoir une autre courbe de demande qui va croiser AS à ce niveau-là. Donc là, on va avoir une autre AD ici. Alors, toute la question qui est posée dans l'analyse macroéconomique, c'est comment faire déplacer la courbe AD dans ce sens pour atteindre le niveau de plein emploi. Qu'est-ce qui permet à cette courbe AD? Je vous rappelle qu'il s'agit de la demande globale. Qu'est-ce qui permet que la demande globale au sein d'un pays augmente de sorte à ce que cette courbe se déplace de cette façon-là? Comme on a vu précédemment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire varier la demande globale. Ici, quand on parle d'AD, rappelez-vous, on parle de la consommation des ménages, on parle de l'investissement des entreprises, on parle des dépenses publiques et on parle des exportations nettes, c'est-à-dire moins les importations. Donc, qu'est-ce qui fait que toute cette demande-là exprimée par les agents économiques augmente? Il y a deux façons de voir cette augmentation.
Alors, ça peut être une augmentation en se déplaçant sur la courbe de cette manière. Et à ce moment-là, ce qui va expliquer ce déplacement sur la courbe, c'est la diminution du prix. Quand le prix baisse, bien sûr, on va consommer plus. Les agents économiques vont être incités à consommer davantage, donc à produire davantage. Donc on serait avec un autre niveau de production ici. Mais à part le prix, les autres facteurs qui influencent ces paramètres que vous voyez ici, eh bien, ces autres facteurs vont faire en sorte que cette courbe se déplace dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des courbes ici, d'autres courbes qui avancent de cette manière, parallèlement à celle-là. Si par exemple les agents économiques ont plus confiance dans l'avenir, eh bien, ils vont consommer plus et les entreprises vont investir davantage. Ce qui va faire en sorte que pour un même niveau de prix, si je prends par exemple ce prix-là, pour ce prix-là, dans une condition particulière du marché, les agents économiques ils vont produire cette quantité-là, mais pour ce même niveau de prix, s'il y a plus de confiance, les entreprises par exemple ont de meilleures anticipations, les ménages ont plus confiance en l'avenir et vont consommer plus. Donc cette demande globale exprimée par les agents économiques va se déplacer de cette sorte. Donc pour un même niveau de prix, au lieu de consommer cette quantité-là, on va consommer cette quantité-là. La courbe de demande va se déplacer en parallèle de cette manière. Et toute la réflexion macroéconomique, c'est de chercher par quoi cette courbe peut se déplacer dans ce sens-là jusqu'à atteindre le niveau de production de plein emploi. Le niveau de production qui va être obtenu en utilisant tout le potentiel des facteurs de production dans un pays. Et parmi ces facteurs qui peuvent faire déplacer cette courbe de demande globale dans ce sens-là, il y a ce qu'on appelle l'effet multiplicateur chez Keynes. Dans ce cours, je vais vous présenter la notion du multiplicateur de Keynes ou bien effet multiplicateur. Pour Keynes, on peut exprimer la consommation dans la relation suivante. C est égal à fois Y plus B. C, c'est la consommation, Y, c'est le revenu, B, c'est la consommation autonome et A, c'est ce qu'on appelle la propension à consommer. Pour Keynes, le revenu disponible des ménages, à savoir Y, est égal à la consommation plus l'épargne. Donc C plus S, ça représente l'entièreté du revenu, ou bien le 100% du revenu. C'est-à-dire que les ménages consacrent un certain pourcentage de leur revenu pour consommer et ce qui reste pour épargner. Et le pourcentage consacré à la consommation, c'est ce qu'on représente par le petit a. Si je considère par exemple que les ménages consomment 80% de leurs revenus, alors dans ce cas, le A va représenter 0,8 ou bien 80%, c'est la même chose. Et donc le reste est épargné, c'est-à-dire 20% ou bien 0,2. Le 1 moins A, ça représente ce qu'on appelle la propension à épargner. La signification de tout ça est très simple, c'est-à-dire que pour chaque euro de revenu, 80 cents va être consommé et 20 cents va être épargné. C'est ça ce que ça veut dire. Et on peut dire aussi que pour chaque 100 euros, 80 euros va être consommé et 20 euros va être épargné. Maintenant, je dois vous expliquer un peu la signification de cette consommation autonome. Alors, la consommation autonome, ça ne dépend pas du revenu, c'est-à-dire que même si le revenu est égal à 0, on va garder quand même une certaine consommation qui peut se baser sur la richesse ou bien le patrimoine déjà existant chez les ménages. Pour Keynes, l'augmentation de l'investissement va entraîner une augmentation des revenus chez les ménages et l'augmentation des revenus va entraîner certainement l'augmentation de la consommation et de l'épargne. Et comme je vous l'avais expliqué auparavant, chez Keynes, l'épargne est strictement liée à l'investissement. Si on imagine par exemple une augmentation d'investissement de 100 000 euros, on va mettre 100 000. Alors cet investissement va représenter pour quelqu'un d'autre un revenu.
Imaginez par exemple que cet investissement, c'est l'achat d'une machine. Alors, celui qui va vendre cette machine va recevoir ces 100 000 euros comme revenu. Donc, on va avoir ici 100 pour revenu de quelqu'un d'autre. Et ce revenu de quelqu'un d'autre, on va imaginer que, par exemple, la propension à consommer est de 80%. Donc, 80% va être consommé et 20% va être épargné. Ce 80 de consommation, on l'a obtenu en multipliant le revenu par la propension à consommer qui est 0,8. 0,8 fois 100. Ça vous donne 80. Et le 20, c'est la propension à épargner fois le revenu, c'est-à-dire 0,2 fois 100. Et comme les dépenses des uns représentent les revenus des autres, ce 80 000 euros qui va être dépensé en consommation va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Donc chez Keynes, ce processus de consommation-épargne va se continuer dans la société. Si on part d'une augmentation d'investissement de 100 000, on va avoir ce processus qui va s'engager dans la société. Vous avez cet investissement constitue des revenus pour quelqu'un d'autre. Si on imagine toujours que cet investissement est l'achat d'une machine, eh bien, celui qui va vendre la machine va recevoir ce revenu de 100 000. Et puisqu'on suppose que 80% des revenus sont épargnés, ce 100 000 va être décomposé en deux choses. Va être décomposé en consommation de 80 et de l'épargne égale 20. Alors, cette consommation de 80 va constituer un revenu pour quelqu'un d'autre. Donc, on a ici un revenu de 80 qui va être utilisé de la même manière. 80% va être consommé. 0,8 fois 80 va être consommé, ce qui fait 64. Et le reste va être épargné. On continue notre raisonnement. Cette consommation de 64 va constituer un revenu pour quelqu'un d'autre. 64. Alors, ce revenu de 64 va être utilisé de la même manière. Vous avez 0,8 fois 64 va être consommé et le reste épargné. Et si on calcule le total des revenus générés par ce processus, on va avoir notre 100 de départ plus 80 plus 64 plus on continue. Alors, tout ça est égal à quoi? Est égal à 100 plus 80. Comment on a fait pour calculer ce 80? Eh bien, ce n'est rien d'autre que 0,8 fois 100. Plus. Et 64, comment on a calculé 64? On a multiplié tout ça par, encore une fois, 0,8. Ce qui fait 0,8 au carré fois 100. Vous imaginez bien la suite, ce processus va se poursuivre. Donc on aura ici 0,8 puissance 3 fois 100, ainsi de suite. Plus on continue jusqu'à avoir 0 revenu. Et là, en fait, on a quoi? On a, si on met en facteur 100, et 100, c'est juste notre investissement initial. Donc on va le remplacer par I. Donc on met en facteur I, fois, donc là, on a une fois, plus, là, le deuxième terme, on a 0,8, le troisième terme, 0,8 au carré, plus 0,8 au cube, plus, et vous continuez à l'infini. Et en fait, là, ce que vous avez, c'est une suite géométrique de raison 0,8. Et tout ça, en mathématiques, est égal à 1 sur 1 moins 0,8. Et voilà ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, c'est 1 sur 1 moins 0,8. 0,8, c'est la propension à consommer. Et là, si vous remarquez bien, 1 moins 0,8, c'est quoi en fait? C'est la propension à épargner. Et tout ça, c'est notre multiplicateur.
ce multiplicateur est supérieur à 1. Et cela signifie qu'avec un investissement initial de 100, on va obtenir des revenus de l'ordre de 5 fois plus, parce que ce multiplicateur est égal à 5. C'est 1 sur 0,2, ça fait 5. Donc avec un investissement initial de 100, ça va générer 100 fois 5 de revenus au total au ménage. Alors ça, c'est une manière de trouver notre multiplicateur, mais il y a une manière très très simple qu'on peut utiliser avec cette formule-là de I égale S. En fait, si on accepte que tout ce qui est épargné va finir par être investi, si on prend par exemple un cas où il y a 100 euros d'investissement supplémentaire, cela génère 100 euros de revenus dans la société. Et dans ce 100 euros de revenus, il y a combien d'épargnés? Il y a 20%. 0,2 de Y est épargné. Et puisque l'épargne est égale à l'investissement, donc ce 0,2 fois Y est égal à l'investissement. Et là, on a exactement la même formule qu'en bas. Y est égal à I fois 1 sur 1 moins 0,8. 1 moins 0,8, ce n'est rien d'autre que la propension à épargner de 0,2. Donc là, vous voyez, vous arrivez à la même formule, rien qu'en égalisant cette épargne avec l'investissement. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, on peut avoir une troisième façon de trouver ce multiplicateur keynésien, c'est simplement de partir de cette formule de revenu disponible égale consommation plus épargne. Le revenu disponible est soit consommé, soit épargné. Et dans le cas où on suppose que les ménages consomment 80% de leurs revenus, donc cette équation va devenir Y égale ma consommation, je vais la transformer en 80% de Y, plus, et le S, je vais le transformer en investissement. Donc, Y, je passe cette partie de l'autre côté, on va avoir moins 0,8 Y égale notre investissement. On continue, on met en facteur Y, on a 1 moins 0,8 est égal à l'investissement. Et là, on arrive à la même formule, Y est égal investissement fois notre multiplicateur 1 moins 0,8. On arrive à la même formule. Donc vous voyez qu'on peut procéder de différentes façons pour atteindre le même résultat, à savoir qu'un investissement initial de 100 va donner au total un revenu qui est égal à 5 fois l'investissement initial. C'est ça la signification du multiplicateur keynésien, parce qu'on suppose que le multiplicateur est supérieur à 1. C'est-à-dire que ça génère plus de revenus que l'investissement de départ. Dans le cours précédent, je vous avais présenté plusieurs méthodes pour calculer le multiplicateur keynésien et aujourd'hui, on va voir l'effet de ce multiplicateur sur notre graphique AS-AD. Alors, je vais redessiner les deux courbes AS-AD pour que ça soit propre. La courbe AS prend la forme suivante, la courbe AD, et puis à l'intersection, on a un niveau de prix d'équilibre, une certaine quantité de production d'équilibre. Et AD, comme on a vu, ça représente la demande globale sur le marché, à savoir celle des consommateurs, des investisseurs, ou bien des entreprises, de l'État et de l'extérieur. Tout cela, bien sûr, est égal au revenu national et on a vu que l'augmentation de l'investissement a un impact sur l'augmentation du revenu, mais plus que proportionnel, 5 fois plus. Si on augmente ici une fois, on a un revenu national qui augmente de 5 fois avec un effet multiplicateur, mais en partant de l'hypothèse que la propension à consommer est égale 80%, bien 0,8. Alors, cette augmentation de revenus doit apparaître ici, c'est-à-dire au lieu de se retrouver avec ce Y-là,
qui n'est rien d'autre que ce Y, c'est le même. Donc on va se retrouver plus loin sur l'axe, on va dire ici. Donc avec l'effet multiplicateur, notre AD va prendre une autre forme qui va être plus loin, ici. Et le fait d'avoir cet impact de pousser la demande globale plus loin, on se rapprocherait de notre niveau de plein emploi. La production du plein emploi se trouve très très loin, ici par exemple. Et cette production de plein emploi, en fait, correspond à la production maximale qu'un pays peut avoir en exploitant ou bien en utilisant au maximum les deux facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Et utiliser au maximum le facteur travail, ça veut dire réduire au maximum le chômage dans le pays. Maintenant, il faut savoir que cet impact sur la demande globale est d'autant plus valable que la courbe ici de la demande globale se trouve dans une situation de sous-emploi et que la grande partie de l'augmentation des revenus des ménages va être utilisée pour consommer et non pas épargner. Dans le cas contraire où les ménages utiliseraient très peu d'argent pour consommer à la suite de l'augmentation de l'investissement et des revenus des ménages, à ce moment-là, cet effet multiplicateur ne marcherait pas. Et on parlerait dans ce cas des fuites du circuit économique. Si je reviens ici à mon circuit économique, vous voyez que le revenu qui rentre ici aux ménages, à savoir les salaires et les profits, doit être utilisé pour consommer des biens et services pour que l'effet multiplicateur a un impact important sur la relance économique et la croissance économique. Mais le problème, c'est que les ménages peuvent choisir autre chose que de consommer, par exemple épargner ou bien acheter des biens qui viennent de l'extérieur, du reste du monde, au lieu d'acheter des produits qui viennent des entreprises au niveau national. Et puis on peut parler d'une autre fuite par rapport à tout ça, c'est l'impôt et taxes. Toutes ces autres possibilités d'utiliser l'argent à part consommer, ça représente des fuites du circuit économique. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un effet multiplicateur garanti en augmentant les investissements. Je reviens à mon graphique ASAD. Maintenant qu'on a démontré que l'augmentation de l'investissement peut avoir un effet multiplicateur, on peut se poser la question, qu'en est-il des autres paramètres qu'on a ici? Pour savoir l'impact des autres paramètres, on va prendre notre équation générale et on va voir ce que ça donnerait une augmentation de chaque paramètre sur l'augmentation des revenus des ménages. Je vais reprendre mon équation ici. Notre revenu national est égal à la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques, l'exportation moins les importations. Et je vais exploiter aussi la relation entre la consommation et le revenu national. La consommation des ménages n'est rien d'autre qu'une fraction du revenu national. C'est la propension à consommer fois notre revenu plus la consommation autonome. Et on peut ajouter aussi une autre équation, c'est celle qui lie les importations au revenu national. En fait, les importations n'est rien d'autre qu'une proportion du revenu consacré à acheter des biens de l'extérieur. Et cette proportion du revenu utilisée pour acheter des biens de l'extérieur, ça s'appelle propension à consommer. On va l'appeler petit m fois le grand Y, notre revenu national. Donc, une partie de ce revenu national va être utilisée par les ménages pour acheter des biens de l'extérieur. Donc, on a ici un système d'équations qu'on va exploiter. On va remplacer dans notre équation ici le C par sa formule ici et le M par sa formule ici. On va avoir Y égale A fois Y plus B plus I, on va le laisser comme ça, plus G plus X moins M. Le M, on va le remplacer par petit m fois Y. Et puis, on va renvoyer tous les Y d'un côté. Donc, ce Y-là, on va le renvoyer de l'autre côté et celui-là de l'autre côté aussi. On va avoir notre premier Y moins A fois Y plus M fois
Y égale B plus l'investissement plus dépenses publiques plus exportation. On va mettre en facteur le Y, le revenu national, fois 1 moins A plus M est égal à B plus I plus G plus X. Donc Y égale à 1 sur 1 moins A plus M fois B plus la même chose 1 sur 1 moins A plus M fois I plus 1 sur 1 moins A plus M fois G plus 1 sur 1 moins A plus M fois X. Là, on a une formule générale qui permet de calculer tous les effets multiplicateurs possibles par rapport aux autres paramètres. Si on calcule la variation de Y par rapport à l'investissement, c'est-à-dire la variation, ça peut s'écrire de cette façon, c'est la dérivée partielle de Y par rapport à l'investissement. Là, on est dans une méthode mathématique. Si on calcule la variation de Y par rapport à I, c'est-à-dire qu'il n'y a que I qui est variable dans l'équation et tout le reste est considéré comme constante. Donc, tout ce qui est constante dans l'équation, ça va partir. Ce qui restera, c'est juste cette partie-là. C'est comme si vous avez A fois X. La dérivée de A fois X, ça donne A, est égal à A. Donc là, pareil, la dérivée par rapport à I, ça va donner 1 sur 1 moins A plus M. Et là, on a notre multiplicateur, mais dans une économie ouverte sur le monde extérieur. Dans le cas où il n'y a pas d'exportation et d'importation, on va avoir simplement ce qu'on a trouvé précédemment, 1 sur 1 moins A, la propension à consommer. Et ça, c'est l'effet multiplicateur. Mais dans ce cas, on obtient un autre effet multiplicateur avec le M ici, en plus, qu'on ajoute à A, ce qui fait que ce multiplicateur est inférieur à celui qu'on calcule sans exportation et importation, à savoir 1 sur 1 moins la propension à consommer. Cela signifie que le M, ou bien les importations, réduisent l'impact du multiplicateur sur le retour en termes de revenus des ménages. En d'autres termes, sans les importations, on va avoir plus d'impact, plus d'effet sur l'augmentation des revenus des ménages en augmentant les investissements. Et si on dérive Y, notre revenu national par rapport aux dépenses publiques, on va avoir la même chose, le même multiplicateur, c'est-à-dire que l'impact sur le revenu des ménages va être pareil en augmentant les investissements ou bien en augmentant les dépenses publiques. Si l'investissement des entreprises privées est défaillant, on peut substituer cet investissement par les dépenses publiques, par l'intervention de l'État et l'augmentation des dépenses publiques. Si je reviens ici à mon schéma, on a prouvé que l'augmentation de I peut avoir un effet multiplicateur, mais au niveau de G, c'est pareil. Donc on peut avoir un effet multiplicateur en utilisant les dépenses publiques. Donc l'État peut avoir un rôle très important en économie et l'État peut intervenir par des politiques économiques et principalement par l'application d'une politique budgétaire ou bien une politique monétaire. Au niveau de la politique budgétaire, on a deux éléments importants. On a notre G, c'est les dépenses publiques, et on a notre T, qui est l'impôt et taxes. Pour relancer l'économie, soit on va réduire les taxes, donc ce qui va faire comme impact l'augmentation de la consommation des ménages, soit on va augmenter les dépenses publiques, ce qui permet d'augmenter les investissements des entreprises privées.